Voilà, chers auditeurs, tous nos vœux de bonne et heureuse année pour 2024, en espérant une amélioration de l'état de la France. Mais enfin, ça fait longtemps qu'on l'espère, et puis ça tarde un peu à venir. Mais il y aura des échéances électorales intéressantes dans le monde. Il y a peut-être la guerre qui va se terminer en Ukraine, donc il y a tout lieu quand même d'être optimiste à certains points de vue. Et cette émission du mardi 9 janvier va être consacrée à deux thèmes qui sont d'ailleurs liés ensemble. C'est d'une part la persécution dont ont été victimes un certain nombre d'associations ou de groupements catholiques, on va dire plutôt traditionnalistes, alors que il existe beaucoup d'associations laïques, juives ou musulmanes qui, elles, ne sont pas du tout inquiétées et qui peuvent parfois être un peu extrémistes aussi. Et donc il y a une sorte, le ministère de l'Intérieur semble se concentrer tout particulièrement sur les associations catholiques. Et puis le deuxième thème qui sera évoqué, c'est un ouvrage très intéressant d'un de nos collègues, parce qu'il est universitaire comme moi, de Vincent Pavant, maître de conférence de mathématiques à l'université d'Aix-Marseille, qui a eu l'idée très intéressante de faire un parallèle entre un ouvrage de Sade, le fameux Marquis, qui s'intitule La philosophie dans le boudoir, et les actuelles grandes lignes directrices de ce qu'il est convenu d'appeler les grandes démocraties occidentales, en particulier dans leur programme d'éducation. Et c'est assez saisissant parce que on a l'impression que quand on lit Vincent Payon, on lit un peu d'une certaine manière certaines préconisations du Marquis de Sade et vice versa. Donc Madame Schiappa aussi, évidemment. D'autres encore, le président Zelensky est largement mis à l'honneur dans cet ouvrage, et on décrira un peu les clips du président Zelensky, qui était d'ailleurs un acteur avant d'être un homme politique parachuté on ne sait trop comment. Et c'est extrêmement intéressant. Il y a une analyse psychanalytique qui montre que ces tendances, on va dire sadiennes, je dirais pas sadiques mais sadiennes, se retrouvent chez beaucoup d'hommes politiques contemporains dans les démocraties occidentales, qui en ont même fait leur fer de lance, et qu'il y a un combat culturel que ces démocraties mènent contre une certaine pensée traditionnaliste, et qui peuvent conduire d'ailleurs à la violence la plus extrême. Il y a un lien très intéressant à faire entre le sexe et la guerre. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je suis désolé, mais ça me vient à l'esprit. Dans les années 90, je sais pas si c'était Yvan Blot ou quelqu'un comme ça, il avait dit le vrai, c'est pas le sexe, faites l'amour et pas la guerre, c'était le slogan des mai 68 arts. C'est faites l'amour et la guerre, parce que des chercheurs avaient démontré que c'était la même pulsion, et que ça allait de pair, que les deux s'entretenaient justement. Le sexe conduit à la guerre conduit au sexe. C'est assez intéressant. C'est pas du tout antinomique. Au contraire, ça va de pair. Et Sade le dit bien d'ailleurs. Alors voilà. Donc dans la première partie de l'émission, nous avons le plaisir de recevoir un certain nombre de leaders syndicaux, je veux dire de leaders associatifs, dont Alain Escada, qui dirigeait Civitas. Alain Escada a été évidemment lui aussi victime de la persécution du ministère de l'Intérieur. Nous avons Victor Aubert qui dirigeait Academia Christiania, qui sera également interviewé et qui pourra donner son témoignage. Nous avons Jean-Eudes Gana qui lui s'occupait d'une autre association chrétienne qui s'intitule en français La Ruche et qui était en latin l'Alvarium. Alvarium, si je ne m'abuse. On aura le plaisir d'avoir Catherine Rouvier, dont je vois d'ailleurs le haut du visage sur Zoom. Catherine, vous devriez orienter votre caméra parce que je ne vois que vos yeux et on voit surtout le plafond, mais c'est pas grave, nos auditeurs vous entendront. Et
puis, il y aura tout à l'heure Vincent Pavant, notre auteur, qui est actuellement dans le train, mais qui apparemment son train fonctionne. Hein. Il n'a pas eu les problèmes des Thalys, parce que je sais qu'Alain Escada n'a pas pu venir malheureusement parce que le Thalys ne marche pas quand la température est inférieure à 0. Hein. Et c'est vrai, comme il le disait tout à l'heure, on veut faire la guerre en Ukraine, mais nos trains ne marchent plus s'il neige. Mais donc il est resté, mais nous l'avons par Zoom. Nous avons donc Victor Aubert. Est-ce que c'est vous que je vois, Victor Aubert ou... Oui, voilà. Bonjour oui, Victor. Et Jean-Eudes Gana nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Hein. Voilà, parfait. Bien, alors, chers amis, merci d'être venus. Ah voilà, Catherine, on vous voit beaucoup mieux maintenant. Oui, c'est très bien. J'espère que votre pompe à chaleur va bientôt remarcher. Méfiez-vous, chers auditeurs, des pompes à chaleur. Vous trouverez beaucoup de gens pour vous les vendre, mais personne pour les entretenir. Hein, il faut savoir. Et on vous dira toujours que c'est fini, que ce modèle ne se fait plus, que ça coûterait trop cher, qu'il vaudrait mieux la remplacer pour 30 000 €, on vous fait un prix, etc. Voilà. Bon, alors, et cette pauvre Catherine est embêtée parce que sa pompe à chaleur est en panne et elle a débranché sa chaudière, malheureusement. Bien, alors, voilà. Alors, le livre de Vincent Pavant, il porte un titre un petit peu cavalier, on va dire, puisque ça s'intitule « Tout foutre en l'air ». Sade, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire, édité chez Euxivi, oui, c'est ça, Euxivi. Et ça, nous le verrons, bien sûr, à l'arrivée de l'auteur dans le studio. Mais nous allons commencer par les associations chrétiennes. Alors, les associations chrétiennes, en particulier celle dont on a parlé, Civitas et Academia Christiania, mais également La Ruche, ont fait l'objet de persécutions récentes. Alors Alain Escada, est-ce que je vous laisse la parole en premier? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Civitas, que je connaissais personnellement? Alors pourquoi j'ai connu Civitas, c'est qu'il y a maintenant une dizaine d'années, vous aviez eu l'amabilité de venir faire une visite au banquet des Camelots du Roi, où vous aviez parlé très bien et vous avez tout à fait soutenu. Et je me souviens également des remarquables manifestations que vous avez organisées pendant toute la période du prétendu mariage pour tous, et en particulier les discours qui étaient prononcés depuis un camion et une estrade, qui étaient tout à fait excellents. J'ai trouvé que c'était excellent. J'ai même des vidéos de toutes ces manifestations qui datent de 2013, et votre association était très, très en pointe dans ce combat, et les manifestations avaient beaucoup de succès, et j'avais été impressionné par la très bonne qualité intellectuelle des discours qui étaient prononcés. Alors je ne sais pas si c'est vous-même qui les prononciez. Il y avait un personnage assez haut en couleur qui portait un grand chapeau noir, je me souviens. Alors je ne sais pas si c'était vous ou quelqu'un d'autre, Alain. Alors, non, c'était pas moi qui portais le chapeau noir. Alors, merci d'abord pour votre présentation très, très élogieuse. Alors, effectivement, je prenais la parole, mais parmi bien d'autres, nous étions un certain nombre d'intervenants de différents mouvements à essayer de défendre la nature réelle du mariage contre le projet de loi à l'époque de Cine Taubira, dénaturant donc ce fondement universel que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, remis hélas en cause depuis lors en France et dans bien d'autres pays. Dans beaucoup de pays, oui. Transformation anthropologique qui a ensuite touché un grand nombre de pays occidentaux et dont d'autres continents se préservent encore, fort heureusement, et notamment l'Afrique, qui une fois de plus démontre qu'elle est finalement devenue le continent qui conserve le mieux les valeurs traditionnelles, civilisationnelles. Tout à fait. Mais donc, pour en revenir à Civitas, donc, nous étions, disons, en France, un parti catholique. Il faut préciser que à partir de 2016, nous avons transformé notre structure pour développer le statut de parti politique, statut qui nous a été donc reconnu par l'État, et nous avons donc rempli chaque année toutes les obligations légales en la matière. Nous avons participé à quelques scrutins, notamment aux élections municipales. Donc nous sommes parfaitement, entre guillemets, dans les clous, dans la participation aux règles électorales classiquement admises par l'État français.
Mais il a suffi donc d'une université d'été et d'une petite phrase sortie de son contexte par un invité qui faisait une conférence à cette université d'été pour que s'enchaîne une procédure de dissolution. Et je soulignerai pour vos auditeurs qu'il est intéressant de remarquer d'abord la chronologie de la cabale mise en place pour obtenir une procédure de dissolution de Civitas. Parce que donc, quelques jours après cette université d'été et après quelques mises en ligne d'extraits de conférences, eh bien, c'est les élus de la France insoumise qui se sont lancés dans l'exigence sur Twitter, désormais X, l'exigence de la dissolution de Civitas. Et il aura fallu une journée de cabale sur ce réseau social pour que, en fin de journée, ce soit leur mentor, leur chef, Mélenchon Ier, qui donc s'est adressé directement par Twitter au ministre Darmanin pour exiger la dissolution. Et il a suffi de 36 minutes pour que Darmanin réponde qu'il entamait effectivement la procédure de dissolution. Nous étions à ce moment-là au tout début du mois d'août. Le 25 août, nous avons reçu la notification d'intention de dissolution de Civitas. Alors ça ne s'invente pas, c'est fourni par la direction des libertés publiques. C'est au nom des libertés publiques qu'on veut dissoudre les mouvements catholiques. Et qui plus est, la directrice de ce département du cabinet du ministre de l'Intérieur s'appelle Madame l'Église. C'est cocasse. Et donc, c'est Madame l'Église, au nom des libertés publiques, qui nous a notifié sur cette page les motifs de l'intention à l'époque de dissolution de Civitas. Nous laissons une semaine pour réagir. Et puis ensuite, au-delà nous avons évidemment répondu que s'il le fallait, nous répondrions de cela devant le Conseil d'État. Et donc le 4 octobre, le Conseil des ministres a signé le décret de dissolution présenté par le ministre Gérald Darmanin. Et depuis lors, nous avons déposer un recours devant le Conseil d'État, recours qui sera probablement traité dans les 6 mois à venir. Et bon, disons, par clin d'œil, nous espérons que le Conseil d'État nous traitera de la même façon qu'il a traité le recours déposé par le soulèvement de la Terre, qui a obtenu gain de cause devant le Conseil d'État. Il serait pour le moins difficile à justifier que les soulèvements de la Terre, qui ont quand même de fait provoqué des heurts violents contre les forces de l'ordre, échappent à la dissolution au nom de la liberté d'expression, et parce que, nous a-t-on dit à l'époque, la violence n'était pas un fondement permanent de l'action des soulèvements de la Terre. Donc il serait quand même difficile à justifier que par contre on considère que Civitas, qui n'a jamais commis le moindre acte de violence, ce que le fameux politologue Jean-Yves Camus a reconnu sur plusieurs plateaux de télévision, se voit confirmer une dissolution simplement parce que nous aurions des opinions qui ne correspondent pas à la doxa, à la vision républicaine, maçonnique dominante. Parce qu'en soi, c'est vraiment cela qui apparaît dans d'abord la notification d'intention et ensuite dans le décret de dissolution. C'est toute une série de considérations qui sont essentiellement idéologiques. Alors, ils utilisent en préambule le code de sécurité intérieure pour justifier la mise en place de la procédure de dissolution.
comme si, parce que nous étions des catholiques traditionnalistes, parce que nous défendions une vision traditionnelle de la société, nous serions de facto un danger pour l'ordre républicain. Ouais, 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 ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la phrase litigieuse qui avait été prononcée pendant cette université d'été et qui a mis en quelque sorte le feu aux poudres? Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase? Est-ce qu'elle a été... Alors, je ne pourrais pas la citer vraiment mot à mot, mais disons, je pourrais en citer l'esprit. Oui, C'était Pierre Hillard, oui, géopolitologue, qui n'est pas membre de Civitas, oui, qui oui. était invité au cours de cette université d'été, qui abordait un sujet essentiellement philosophique, mais qui, dans un aparté, a souligné qu'avant la Révolution française, ni les juifs, ni les musulmans, ni les bouddhistes n'avaient la citoyenneté française. Et que, bon, sous une forme de boutade, il s'est demandé s'il ne faudrait pas en revenir à la situation d'avant 1789. Oui, mais ça, c'était une opinion personnelle qui n'engageait en rien Civitas. Exactement, c'était Oui, une opinion personnelle. Du reste, je pense que c'était avant tout une boutade, oui, mais c'était une opinion personnelle. Et donc, on ne voit pas pour quelle raison une structure oui, devrait payer le prix de la dissolution pour les propos d'un invité extérieur. oui, Qui plus est, si les propos étaient répréhensibles, ben, il eût été évidemment plus naturel que le conférencier en question soit pénalement poursuivi oui, c'est ça. si ses propos contrevenaient à la législation. Mais non, on a immédiatement attaqué non pas le conférencier qui avait tenu les propos, mais la structure qu'il avait accueillie en tant qu'invité. Oui, c'est ça. Et la comparaison pourrait être évidemment faite avec l'université d'été de la France insoumise, Oui, ou celle des Verts, qui durant cet été avait accueilli un rappeur bien connu pour des propos particulièrement, disons, violents à l'égard de ceux qui ne sont pas musulmans, et une propagation de paroles en faveur de la charia. Et là, évidemment, il ne s'est pas trouvé quelqu'un pour demander la dissolution ni de la France insoumise, ni des Verts, parce qu'ils avaient accueilli au sein de leur université d'été un rappeur controversé. Bien sûr. Donc, c'est vraiment le deux poids, deux mesures. Oui, oui, oui. Et toute la hargne est en ce moment Bien lancée contre les organisations catholiques traditionnalistes. Et je me permettrai simplement de souligner un point, c'est que quel que soit l'avis qu'ont vos auditeurs sur Civitas, sur sa façon d'agir, sur la ligne doctrinale et politique que nous défendons, il faut bien avoir en tête que après nous, ce sont les autres. Et Academia Christiana, bien sûr, c'est évident. Immédiatement les frais. Si l'on nous considérait à l'époque comme, disons, l'abomination, après nous, évidemment, ce sont les autres qui deviennent les abominations qui doivent à leur tour passer par le fil de l'épée. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous parce que de toute manière, on est de toute évidence dans un processus absolument arbitraire qui ne connaît plus aucune logique parce que en réalité, ce sont de purs prétextes. On cherchait un prétexte pour dissoudre Civitas, de même qu'on cherchera un prétexte plus tard pour dissoudre Academia Christiana ou d'autres encore. Il faut d'ailleurs, pour comprendre cette logique, lire d'une part les ouvrages de Jean-Louis Harouel, qui est mon éminent collègue historien du droit, qui a bien montré que la gauche est un peu une secte révolutionnaire, et cette secte prétend qu'elle incarne le bien. Donc quand elle n'autorise pas quelque chose, cette chose est forcément mauvaise, parce qu'elle prétend, c'est quelque chose de typique des gens de gauche, ils prétendent incarner le bien et le progrès. Nous, hommes de droite, on n'a jamais prétendu qu'on incarnait le bien. On reconnaît qu'on a des défauts. Mais l'homme de gauche, et plus il est à gauche, plus il est ainsi, il incarne le bien. Il est le bien.
parce que Dieu n'existe plus, donc il a décidé qu'il fixait les règles du bien et du mal. Donc Civitas déplaît, on trouvera tous les prétextes, qu'Academia Christiania déplaît, on trouvera tous les prétextes, n'importe quelle radio pourra la fermer comme ça. C'est le début, c'est un autre auteur que je cite alors, c'est Mathieu Bock-Côté, qui vient de publier un ouvrage absolument remarquable qui s'intitule Le totalitarisme sans le goulag, que je vous invite à lire si ce n'est déjà fait de votre part, et il montre la même chose. La gauche estime, d'abord la gauche n'est pas une doctrine, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les gens croient que le progressisme c'est une théorie très élaborée, très intelligente, qui correspond à la science, parce que tous ces gens-là se prévalent de la science. En réalité, il dit c'est un mouvement de destruction. C'est un peu comme une pierre qui roule. La pierre qui roule, elle n'a pas de logique, autre que la gravité qui la tire. La pierre, elle va à droite, elle va à gauche, elle dévaste tout. Eh bien, c'est la même chose. La gauche, c'est un mouvement qui emprunte différentes voies, et la destruction est son but. Donc, ceux qui sont sur son passage, peu importe la logique, on doit les détruire. Il ne faut pas croire que la pensée de gauche soit une doctrine, nous dit Mathieu Bock-Côté. Elle est essentiellement un mouvement qui a sa dynamique propre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Donc, vous êtes victime de ça, tout simplement. Voilà. Alors, je donne quand même un témoignage personnel, vous voyez, qui me revient à l'esprit quand on était allé en 2013 à une grande manifestation que vous aviez organisée, qui était une grande réussite. Au retour, on avait sympathisé avec 2 dames de couleur qui étaient dans le métro, et on leur a dit, vous étiez à une manifestation, oui, elles nous ont expliqué qu'elles étaient contre ce projet de mariage homosexuel, etc. C'était deux femmes noires, très sympathiques, et on leur a dit, vous étiez dans quelle manifestation? Elles disaient, bien, on est de Civitas. On est de Civitas. D'ailleurs, ça correspond à ce que vous venez de dire sur l'Afrique, Valeurs Refuge, parce elles étaient tout à fait avec vous, bien sûr. Et c'était pas du tout, il y avait aucune trace de racisme dans tout ça, évidemment. C'était au plan des principes. Alors, merci Alain pour cette extrêmement intéressante exposé. Et maintenant, je donne la parole peut-être à votre alter ego Victor Robert, qui est là aussi, parce que vous avez connu, Victor, un peu les mêmes mésaventures plus récemment que Civitas. Alors là, c'était Academia Christiania. J'ai regardé un petit peu le petit topo que vous nous avez donné. C'est exactement la même chose. C'est le même processus. On cherche des prétextes, on essaye de racler les fonds de tiroir, on trouve des trucs. Alors, exposer à nos auditeurs ce qui est arrivé à Academia Christiania. Donc, comme vous le disiez exactement, on est sur exactement le même type de déroulé, de processus que ce qui a subi Civitas. Donc nous, en termes de calendrier, on a reçu donc un courrier avec pareil une intention de dissoudre Academia Christiana, reçu le 11 décembre. Alors il y a eu effectivement une médiatisation un peu surprenante, puisque normalement il y a une période justement de débat contradictoire dans lequel on a quelques jours pour répondre. Et là, avant même finalement que ce délai soit écoulé, le ministre de l'Intérieur s'est mis à annoncer la dissolution sur un média pas tout à fait conventionnel, mais on a l'habitude maintenant que les ministres s'expriment sur des réseaux sociaux. Donc, d'une part, voilà, il avait enfreint justement cette procédure de débat contradictoire, et puis ensuite sur CNews, il reprochait des faits qui étaient qui n'avaient pas grand-chose à voir de près ou de loin. Alors j'ai vu qu'on vous a reproché d'avoir parlé de Charles Maurras. Mais alors, à ce moment-là, si on ne peut pas parler de Charles Maurras, il faut se fermer toutes les stations de radio, même Radio Continue, parce qu'on parle parfois de Charles Maurras. C'est amusant, mais il se trouve même que le président Emmanuel Macron a cité Charles Maurras dans un discours aux députés, que même le ministre lui-même, Darmanin, a fait référence au pays réel et au pays légal. Donc, bon, en fait, évidemment, il s'agit, encore une fois, enfin, tout est basé sur des faits qui sont absolument tirés par les cheveux, assez grotesques, qu'on peut facilement, voilà, enfin, qui, en fait, si ça ne provoquait pas des dissolutions arbitraires d'associations, pourrait prêter à rire. Mais voilà, donc on coche un peu toutes les cases, l'incitation à la haine, voilà, basée sur des articles et des textes qui évoquent l'immigration, mais sans appeler à une quelconque haine à l'égard de personnes, mais qui simplement montrent voilà, des problèmes et posent des questions sur l'immigration.
L'antisémitisme, donc c'est parce que effectivement, donc il y a le livre Mes idées politiques de Charles Maurras qui est dans notre bibliothèque de lecture idéale. Donc Charles Maurras étant jugé comme un auteur antisémite par le ministère. Il y a également donc l'incitation à la collaboration avec l'ennemi. Donc encore une fois, il s'agit ici d'un prêtre qui s'exprimait encore une fois avec humour. En invitant les jeunes à la prudence et leur évoquer justement qu'il serait absurde de se filmer, de poster des photos sur les réseaux sociaux lorsqu'ils vont faire une prière dans les cimetières dédiés aux miliciens. Et en même temps, aussi, j'ai vu qu'on vous avez accusé d'entretenir, non pas un club de boxe, je sais pas quoi. Alors voilà, donc, les clubs de boxe, c'est fasciste, oui, bien sûr, c'est connu. Voilà. Alors, c'est donc sur l'appel à la violence, effectivement, parce que comme on organise des cours de boxe au sein de nos universités, au milieu de cours de volley, de foot, de danse, de couture, de rugby, etc. Effectivement, c'était un appel à la violence. Alors, je rappelle que le président Macron hier a apparu publiquement au sortir de sa séance de boxe. C'est assez voilà. Et puis, alors s'il y a des choses assez amusantes, par exemple sur l'homophobie. C'est des propos qui sont pris dans une conférence de François Bousquet, et c'est des propos qui sont une citation même de Michel Foucault. Donc Michel Foucault, qui est quand même un auteur assez réputé pour promouvoir l'homosexualité. En fait, voilà, on fait de Michel Foucault un homophobe. Je pense que ça montre aussi une absence de culture, malheureusement, parmi les énarques ou en tout cas le personnel du ministère qui a rédigé cette note. Bien sûr. Vous savez, c'est ce que dit La Fontaine, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Et c'est les animaux malades de la peste. C'est une évidence, ce sont des simulacres. Tout ça, ce sont des simulacres de gens qui sont arrogants, sûrs d'eux et déterminés à aller jusqu'au bout, et qui se fichent éperdument de la réalité, de la justice ce sont des prétextes, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, vous avez exercé des recours, vous aussi, contre cette décision? Pour l'instant, nous, on est toujours dans la phase, on attend en fait, en quelque sorte, une réponse du ministre. On a sollicité le ministère, on a envoyé des éléments de réponse, et on a essayé de montrer en quoi le dossier était creux et vide. Mais bon, on voit bien qu'en fait, pour le cas des autres associations précédentes, en fait, c'était la même chose. Ce qui nous semble être peut-être la partie la plus fragile du dossier, c'est l'incitation à la haine, parce qu'il s'agit du motif finalement le plus abstrait dans le droit, et dans lequel on peut tout regrouper. Voilà, donc c'est assez vague et c'est facile. Et puis donc voilà, donc on attend que le Conseil des ministres annonce cette dissolution et la dépose devant le Conseil d'État. Mais comme vous n'êtes pas sans savoir que on a changé de Premier ministre, il va sûrement y avoir un nouveau gouvernement. Donc bref, tout ça parasite un petit peu le cas académique, etc. Et comme on l'évoquait pour le cas de Civitas, en fait, en réalité, tout ça, ce sont quand même des affaires d'agenda médiatique, de communication politique. Pourquoi Académie à ce moment-là? Moi, c'est mon hypothèse, je peux pas l'affirmer avec certitude, mais ça tombait après l'assassinat du jeune Thomas à Crépol, au moment où il y avait des manifestations à Romans-sur-Isère, et donc le ministre disait qu'il allait frapper fort sur l'extra giga-droite, etc. Et puis, dans un deuxième temps, il y avait la loi sur l'immigration, prétendument conservatrice, être une loi finalement qu'aurait pu être votée par le Rassemblement national. Et donc, du coup, c'était, encore une fois, pour illustrer peut-être le en même temps macronien, où on donne un gage un petit peu à la France insoumise et à la gauche en tapant sur les associations de l'autre bord. Ce sont des instrumentalisations à des fins politiciennes qui n'ont plus rien à voir avec le droit, la justice, la vérité, l'équité. Ce sont de simples instrumentalisations. Alors, pour le moment, il n'y a pas mort d'homme, mais ça pourrait conduire, c'est ce que dit Mathieu Bock-Côté, ça pourrait conduire beaucoup plus loin, malheureusement, parce que c'est le premier pas qui coûte. Et aujourd'hui, on interdit des groupements parfaitement inoffensifs et utiles. Demain, on emprisonnera, on confisquera et ensuite on tuera. C'est ce que dit très justement Mathieu Bock-Côté dans son ouvrage Le totalitarisme sans le goulag, parce que l'extrême droite, comme le dit l'auteur, elle est partout en fait chez ces gens-là. Il dit de manière assez humoristique, finalement, tout le monde peut se retrouver d'extrême droite du jour au lendemain. Il suffit de ne pas être d'accord avec
la gauche au pouvoir. Et c'est ainsi que des gens comme Phil Kinkrot, par exemple, se sont retrouvés taxés d'extrême droitisme, alors qu'ils pensaient être à gauche, personnellement. Et d'autres encore, d'autres qui étaient même marxistes. Tout le monde tout le monde peut devenir d'extrême droite du jour au lendemain. Alors nous, comme on a toujours dit qu'on était d'extrême droite, évidemment, ils disent pas qu'on est d'extrême droite parce que c'est comme ça. Mais tous les gens de gauche peuvent être d'extrême droite du jour au lendemain. C'est comme les purges de Staline. Hein, c'est exactement la même chose. C'est comme les conventionnels qui s'exterminaient entre eux juste avant la réaction thermidorienne. On est dans un délire politique. Alors j'aimerais avoir l'opinion maintenant de Catherine Rouvier qui nous écoute patiemment depuis le début de cette émission. Catherine, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez encore assez de voix pour parler malgré le froid terrible qui règne dans votre villa? Alors moi, je voudrais dire qu'à propos de partialité, il faut tout de même se souvenir que en juillet 1971, le Conseil constitutionnel, à peine libéré de De Gaulle, est allé chercher dans les lois de la République, qui jusqu'ici n'étaient pas constitutionnalisées en quelque sorte, il a été cherché dans ce qu'on a appelé le bloc de constitutionnalité, une interdiction de demander à une association une déclaration préalable. Tout à fait. Alors, bien sûr, il faut quand même dire qu'il s'agissait des amis de la cause du peuple, avec Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gisèle Halimi, etc. Et là, on n'a pas hésité. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, pour protéger les associations qui sont bien à gauche, on n'hésite pas à innover en matière juridique, à aller chercher quelque chose qui va interdire de leur faire du mal. Alors qu'il se passe exactement l'inverse pour les associations que vous avez invitées. Il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va aller chercher quelque chose pour les condamner. Mais oui, mais ça c'est tout à fait logique si on reprend l'analyse à la fois de Mathieu Bocoté et de Jean-Louis Herouel qui convergent tout à fait. Dès lors que vous êtes aux mains d'une secte qui estime qu'elle incarne le bien dans l'univers, il n'y a plus besoin de logique. Il suffit de ne plus être d'accord avec le pouvoir pour avoir tort. Et c'est évident, parce que nous sommes chrétiens, nous avons une vision de la transcendance, de la justice, et ça dépasse tout, parce que ça irrigue tout. Mais si vous n'avez plus comme objectif que votre ego personnel et vos caprices personnels, vous faites ce que vous voulez finalement. Il y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite. Et c'est tout à fait logique. Alors, il y a eu des gens de gauche autrefois qui n'étaient pas comme ça. Moi, quand j'étais adolescent, j'ai vu des gens de gauche à l'université, dans les médias, qui n'étaient pas comme ça, qui étaient encore, qui avaient un certain sens de l'intérêt général, de l'honnêteté, de la logique. Mais malheureusement, cette gauche-là, j'ai l'impression qu'elle disparaît complètement et qu'aujourd'hui, elle est remplacée par des sectaires. C'est le sentiment que j'ai. Alors, nous avons une troisième association, c'est donc la Ruche. Est-ce que notre invité Jean-Eudes Gana apparaît? Non. Alors Alice me fait signe de non, je sais pas. J'ai des bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Non, il va peut-être nous rejoindre en cours de route, mais je pensais qu'il était peut-être au téléphone. Non. Bon. Désolé. Excusez-moi. Je pensais qu'il était au téléphone et qu'il piaffait d'impatience pour intervenir. Donc on est toujours avec nos Alain Escada et Victor Aubert. Et Catherine Rouvier, bien sûr. Donc c'est intéressant. Alors la question qui va se poser maintenant, aussi bien Alain Escada que Victor Aubert, si vos associations sont définitivement dissoutes, qu'allez-vous faire? Vous allez monter de nouvelles structures? Qu'est-ce que vous comptez? Quels sont vos projets? Alors Alain Escada, pour commencer peut-être. Alors d'abord, il faut évidemment mettre en garde les associations qui seraient victimes de dissolution contre le risque d'être ensuite poursuivis pour reconstitution de ligue dissoute s'ils attendent la dissolution pour réorganiser des structures avec, je dirais, les mêmes leaders, les mêmes meneurs. Donc évidemment, il est impératif de préparer toute éventualité bien à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. En ce qui concerne Civitas, il se fait que nous avions, je dirais, la chance de connaître un certain essor dans d'autres pays et nous étions déjà occupés à préparer
la mise en place d'une structure Civitas International. Et donc, c'est désormais à partir de Civitas International que nous agissons. Civitas International qui, évidemment, comme son nom l'indique, ne dépend pas de la législation française. Son siège est hors de France. Ses comptes en banque sont hors de France. Et donc, nous ne sommes pas dans ce cadre-là tributaires des sautes d'humeur de Gérald Darmanin. Ouais. Mais évidemment, il faut avoir conscience que, par contre, toute activité qui serait menée en France tombe toujours sous cette épée de Damoclès de l'interdit, puisqu'on a vu que Darmanin ne se contente pas de dissoudre dans son arsenal mis en place. Il est devenu un grand adepte des interdictions, interdiction de colloques, interdiction d'hommage à Sainte-Jeanne d'Arc, interdiction de défilé, interdiction d'hommage aux victimes de la barbarie. On a vu que par rapport au jeune Thomas, il y a plus d'une cinquantaine de manifestations destinées à rendre hommage à Thomas qui ont été interdites et que l'on a même été jusqu'à poursuivre des militants pour simplement avoir voulu coller des affiches en hommage à Thomas. Donc, il n'y a plus de limite dans le totalitarisme. Vous évoquiez évidemment cette notion de totalitarisme, et elle est vraiment au cœur du débat. Je dirais qu'aujourd'hui, l'attitude de Darmanin, et plus généralement donc du Conseil du ministre, puisqu'il est soutenu par le Conseil du ministre, ressemble à de nombreux égards à l'attitude de la République durant la terreur tout à fait. 1794. Donc, le catholicisme est devenu l'une des cibles prépondérantes, comme c'était le cas durant la terreur. Et l'on observe aussi que dans ce cadre-là, quiconque n'est pas avec le régime républicain est nécessairement contre-révolutionnaire et un ennemi à abattre. Et on est toujours dans cette logique-là. On est revenu à cette logique-là. Quiconque ne partage pas la vision maçonnique de la République, et on est bien dans le caractère assumé désormais du caractère maçonnique de la République, puisqu'on a vu Emmanuel Macron aller prendre la parole à la cérémonie pour les 250 ans du Grand Orient de France, avec un discours filmé durant lequel Emmanuel Macron a lourdement insisté sur le caractère intrinsèque des liens entre la République et la franc-maçonnerie depuis la Révolution de 1789. Et donc, les choses deviennent de plus en plus claires. De la même façon que aujourd'hui, on fait déboulonner des statues de la Sainte Vierge, de Saint Louis, de Saint Michel, que l'on mène la guerre aux crèches de Noël dans l'espace public, mais que on assiste pour la première fois à une cérémonie pour Hanouka à l'Élysée, de la même façon qu'on organise des cérémonies pour la rupture du jeûne après Ramadan à la mairie de Paris. Et donc, les choses, vraiment, je dirais, ont l'avantage d'être de plus en plus claires. Au moins, peut-on dire que il devient de plus en plus limpide pour quiconque est un petit peu objectif de considérer que la guerre est menée contre le catholicisme et contre l'amour de la France. Il faut être désormais internationaliste pour avoir accès à la parole, pour pouvoir manifester. Il est plus facile quand on s'appelle Traoré, de pouvoir défiler dans les rues que lorsque l'on s'appelle Civitas ou Academia Christiana ou l'Action française. Alors c'est tout à fait, d'ailleurs, vous rejoignez exactement l'analyse de Mathieu Bock-Côté qui montre qu'il y a dans cette espèce de totalitarisme qui se met en place une fuite en avant et qui est d'ailleurs liée à la pensée de gauche, qui est elle-même un mouvement
Et ce que montre très bien Mathieu Bocoté dans un style admirable, parce qu'il s'exprime extrêmement bien et c'est une clarté remarquable. Il dit le projet révolutionnaire prouvait toujours le paradis sur terre. Hein. Rappelez-vous, Harwell nous dit c'est la gnose et le millénarisme. On sait que la pensée de gauche est sortie de deux hérésies du christianisme. La gnose, l'idée d'extériorité du mal, l'homme n'est bon par nature, c'est Rousseau, et puis le millénarisme, on va faire le paradis sur terre. Donc elle est sortie de ces deux hérésies qui sont très anciennes et qui remontent au IIe siècle après Jésus-Christ. Et elles prétendent incarner le bien sur terre. Alors elles, bien sûr, là, elles vont se heurter à la réalité toujours. Et là se met en place, nous dit Mathieu Bocoté, un processus qui est tout à fait pathologique, qui est assez proche de l'aliénation mentale. C'était au lieu de dire bon bah oui, ça marche pas, on s'est trompé. On s'est trompé, faut changer de voie. Si ça n'a pas marché, c'est pas parce qu'on s'est trompé, c'est qu'il y a eu des gens méchants, comme Alain Escada, comme Olivier Tournafont ou comme Victor Aubert, qui ont saboté le projet. Et plus ça échec, et plus on échoue, plus il y a de gens méchants, donc l'extrême droite évidemment, mais ça peut aussi être d'autres boucs émissaires, et plus on va d'échec en échec, plus on se durcit et plus on entre dans la logique totalitaire qui peut aller jusqu'au crime. C'est ce que montre Mathieu Bocoté, dont le livre peut-être va être interdit prochainement. Hein. C'est tout à fait possible. Dans l'état actuel des choses, on peut s'attendre à tout désormais. Mais il le montre admirablement. Si je puis me permettre d'ailleurs, il faut souligner que Radio Courtoisie a longtemps mis en avant son slogan « La radio du pays réel oui. » et que dans les attendus du décret de dissolution, la simple utilisation de l'expression pays réel nous est reprochée comme exaltation de la collaboration. Oui, c'est-à-dire qu'on est entré vraiment dans le non-sens le plus total. Oui. Mais encore une fois, si vous vous référez à l'analyse de Mathieu Bocoté, excusez-moi de passer mon temps à faire la publicité pour lui, mais ça, c'est un livre qu'il faut lire à tout prix. Il dit il n'y a pas de logique dans la pensée de gauche. La grande erreur des gens de droite, c'est de croire, que la gauche incarnait le progrès et le sens de l'histoire, alors que c'est absolument faux, et d'autre que la gauche était un mouvement rationnel, logique, scientifique. D'ailleurs, Karl Marx veut créer le socialisme scientifique. Or, il n'y a rien de cohérent dans l'idéologie de gauche. Il n'y a rien non plus d'inéluctable. Ce sont des impostures intellectuelles, mais qui font croire qu'elles incarnent le bien, le progrès, la raison et la science. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elles en arrivent à des mesures extrêmes. Alors qu'en fait, c'est un mouvement, c'est une force. Et j'aurais tendance à dire, et excusez-moi, je vais aller très loin là, mais que les gens qui les animent, qui les représentent, c'est un peu pour moi les pantins du diable. Vous voyez, parce que je crois qu'il y a d'autres forces derrière, qui sont elles, qui ne appartiennent pas à notre univers terrestre. Je pense que ce sont les pantins du diable. Ils sont mus par une force qui les dépasse. Mais cette force, elle n'est pas rationnelle, du tout. Elle n'est pas du tout rationnelle. Elle cherche la faille chez l'adversaire, c'est différent. Voilà, alors ça, je suis tout à fait en phase avec votre analyse, Alain Escada. Je donne maintenant peut-être la parole à Victor Aubert. Vous avez des projets, au cas où ça tournerait mal, de rebondir sur d'autres structures ? Alors, il y a toujours la difficulté de ce qu'on appelle la reconstitution de ligue dissoute. Et puis, comme l'évoquait Alain Escada, en fait, quand on est rentré dans cette logique, moi, je pense que les prochains à être sur le banc des accusés pourront être des congrégations religieuses, pourront être des écoles hors contrat, pourront être même des gens ayant appartenu en quelque sorte à une certaine gauche. Hein. Je pense à des personnes comme Michel Onfray aujourd'hui qui deviennent en partie des méchants. Voilà. Alors, comme ça, là, j'en suis pas encore, si vous voulez, à l'annonce de projet, mais évidemment, je vous cache pas qu'on y songe et qu'il s'agira pour nous, en aucun cas, d'arrêter de faire notre travail et d'essayer de servir le bien commun. Une remarque, moi, n'empêche, enfin, que j'ajouterais pas en contradiction avec l'analyse d'Alain Escada, mais plutôt un autre regard en complément. Moi, je me demande si on n'atteint pas aussi une période de fin de règne. Oui, c'est vrai. Souvent, dans les époques, on va dire, où la démarche révolutionnaire, totalitaire se met en place et s'accentue, en fait, c'est les dérapages, on pourrait dire, quand le moteur s'emballe,
c'est qu'on arrive un petit peu à la fin d'une période. C'est possible. Et il y a un parallèle que j'aime faire entre à la fois notre situation française par rapport à la liberté d'association et la situation interne de l'Église. On a l'impression que c'est une génération qui arrive un petit peu à la fin d'un règne, au sens où elle n'arrive pas forcément à trouver les continuateurs de son œuvre. Je prends l'exemple de l'Église catholique. Toute la génération, finalement, de ceux qui ont été les fervents défenseurs et encenseurs du Concile et de l'esprit du Concile, aujourd'hui, finalement, n'ont pas fait de petit parce que où est-ce qu'il y a des prêtres aujourd'hui dans l'Église catholique? Ce sont dans les milieux conservateurs. On pourrait dire, les catéchismes, on peut un peu carré de la communauté manuelle jusqu'à la Fraternité Saint-Pédis inclus. C'est dans ces parties-là de l'Église qu'il y a des prêtres et qu'il y a des fidèles aujourd'hui. Et ce ne sont pas dans les familles progressistes, modernistes, si tant est que ce soit des gens qui aient pu être très dévoués, avoir une foi sincère, etc. Mais moi, j'en connais un certain nombre. Ce sont des gens souvent dont les enfants ont abandonné toute pratique religieuse. Ouais. Et donc aujourd'hui, on arrive finalement un peu à une sorte de grand remplacement dans l'Église, mais au sens positif du terme, celui-ci, puisque au sein même de l'Église catholique, nous avons de plus en plus des mouvements conservateurs, traditionnalistes, qui ont le vent en poupe. On a pu le voir avec le pèlerinage de Chartres cette année, où dans les 2 éditions du pèlerinage de Chartres, il y a eu un nombre très impressionnant de jeunes en particulier, que ce sont, et moi je pense que Alain Escada pourra en témoigner lui aussi, en tout cas moi ce que j'ai pu voir avec l'Académie Christiana, c'est une vague énorme de jeunes convertis, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus soit de jeunes qui ont été baptisés mais dans des familles non pratiquantes et qui reviennent à la foi, ou même des jeunes qui demandent le baptême alors qu'ils viennent de familles pas du tout religieuses. Et donc ce mouvement, je pense, est le mouvement de l'avenir. Je pense que tant dans l'Église que, on pourrait dire, dans notre pays, je dis pas qu'on va gagner, que tout est assuré d'avance, mais en tout cas, il y a des signaux qui montrent que la génération, on pourrait dire, des fervents progressistes dans l'Église catholique et la génération, on pourrait dire, des fervents républicains dans nos gouvernements, dans nos institutions, semblent finalement arriver en fin de course parce que ils n'ont pas forcément de successeurs à proprement parler, et leurs successeurs sont des opportunistes, parce qu'encore une fois, quand on regarde quelqu'un comme Gabriel Attal et même une grande partie du personnel politique français, on voit que ce ne sont pas forcément tant des gens. Alors là, on pourrait ne pas être d'accord sur l'analyse, hein, c'est plus une hypothèse, je ne présente pas ça comme un absolu, hein, c'est ma lecture des choses, mais j'ai pas l'impression forcément que ce soit absolument des idéologues. Évidemment qu'ils se font les instruments d'une idéologie républicaine, révolutionnaire, etc., qu'on a évoqué précédemment, mais j'ai l'impression qu'ils font ça finalement par opportunisme. Oui, en fait, bien sûr. Le plus important, c'est de se maintenir évidemment, au pouvoir. Mais il est évident que leur position, pour vivre comme ils vivent, il faudrait être milliardaire. Et n'est pas milliardaire qui veut. Alors que tout le monde peut être élu. Il est évident que ces gens-là n'ont pas d'ailleurs, ils ne croient pas. D'ailleurs, quelqu'un disait récemment, Macron n'a aucune conviction. C'est la vérité, à mon avis. Alors, il y a un bobino à passer. Je dois Victor, un instant, passe le bobino, parce que notre technicienne me fait des grands signes. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, je passe il y a des questions d'auditeurs, j'en profite, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais il y en a déjà, il y a 2 observations très pertinentes. D'abord, un de nos amis, Denis B, je le citerai ainsi parce qu'il veut peut-être pas qu'on le cite entièrement par son nom complet, qui est heureux de nous entendre défendre Academia Christiana et Civitas. Il nous remercie. Il remercie Alain Escada, effectivement, il faut le remercier pour tout ce qu'il fait. Et alors, il dit qu'il a entendu, hélas, des membres de la droite la plus belle du monde se joindre à la condamnation de ces associations. Ces gens-là, d'ailleurs, défendront-ils Rivarol, qui est d'ailleurs menacé maintenant, également, et d'autres, c'est exactement ce qu'on disait. Il a tout à fait raison. Et comme vous l'avez très bien fait observer, attention, c'est le début d'une dérive totalitaire qui peut frapper et qui peut aller très très loin. Alors après, c'est vrai que ça peut être une fin
une fin de parcours, une fin de règne, mais quand on sait quelles ont été les turbulences qui ont accompagné la terreur ou la fin de l'URSS, quand même, c'est pas très réjouissant. Alors une autre observation, un auditeur nous dit: les odieux membres de Civitas et autres cénacles catholiques partisans de la messe en latin constituent-ils un danger pour la République, alors qu'on laisse ouverte une pléthore de mosquées salafistes qui prônent l'éradication des Français? Sommes-nous dans l'inversion des valeurs qui ont constitué notre nation? Bah oui, évidemment, cordialement, bah oui, c'est ce que dit aussi Mathieu Bocoté. Un jour, il faut absolument qu'on invite Mathieu Bocoté sur cette antenne, avant qu'elle ne soit dissoute, peut-être, hein, faut faire vite maintenant. Mais peut-être que Mathieu Bocoté sera obligé de retourner se réfugier au Québec également. Mais enfin, on vit dans un monde de fous complètement. Surtout que, en réalité, nos positions ne sont pas du tout des positions extrémistes. Par exemple, je prends l'exemple du fameux mariage homosexuel. On n'a pas, contrairement à ce qu'ont dit les gens de gauche, on n'a pas prétendu interdire l'homosexualité et la persécuter. On n'a jamais dit ça. On a simplement dit que les préférences sexuelles de tout ordre appartenaient à la sphère privée et que ça ne devait pas constituer un modèle social et politique. Parce que le modèle social et politique, c'est la famille, parce que c'est comme ça que les civilisations humaines se sont constituées depuis des milliers d'années. Et donc, on ne peut pas impunément jeter par-dessus bord un modèle qui a constitué toute la civilisation. Donc, on n'a rien dit d'autre, on a dit que ça relevait de la vie privée, mais qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place un mariage pour les homosexuels, pourquoi pas d'ailleurs un mariage à plusieurs, parce que le vrai mariage pur tous, ça serait un mariage à 3, à 4, un peu comme le phalanstère de Fourier, de même qu'on pourrait créer un mariage fétichiste, ou encore, ce qui te plairait d'ailleurs à notre ami Vincent Pavant qui va arriver dans quelques minutes, un mariage sadomasochiste, mais pourquoi pas? Mais ça fait partie des préférences et des fantasmes de la personne dont l'État n'a pas le droit de se mêler. C'est justement la différence entre le public et le privé. L'État doit défendre ce qui est utile au bien commun et il ne doit pas s'immiscer dans la sphère privée. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on vous dit « Oh, mais l'homosexualité, c'est très bien, c'est un modèle social. » Et qui vous dit que demain, à la suite d'une turbulence politique quelconque ou d'un revirement ou d'une prise du pouvoir par tel ou quel parti, les homosexuels ne seraient pas persécutés? Nous, ni à Civitas, ni Academia Christiania, ni moi, Olivier Tournafond, on ne persécute pas les homosexuels, jamais. Il y avait peut-être même, d'ailleurs, dans les manifestations de Civitas, des gens qui étaient homosexuels. Simplement, ils avaient compris que ce qui relevait de la vie privée ne devait pas être utilisé par l'État. Voilà. Ça, c'est un exemple. C'est pareil pour l'immigration. On n'a jamais dit qu'on était pour une théorie de la purification ethnique. On a toujours dit que les races étaient toutes honorables, évidemment, mais simplement qu'il fallait faire attention dans les mouvements migratoires, qui est, 10 Africains, 100 Africains, 1000 Africains, 10 000 Africains, 100 000 Africains, c'est pas grave. Mais si vous avez par contre 20 millions d'Africains, forcément, vous avez un problème d'assimilation majeur avec un risque de guerre civile interethnique. C'est du b.a.-ba. Je veux dire, c'est comme dans un 4x4. Si vous mettez que des œufs ou que de la farine ou que du beurre ou que du sucre, c'est plus un 4x4. C'est une question de dosage. C'est ça que disent les gens qui sont restés en dehors de la gnose et du millénarisme. C'est pour ça qu'Harwell les appelle les gnostico-millénaristes. Il a raison. Ce sont des gens qui ont perdu toute raison et toute mesure. Et qui veulent nous créer un paradis sur Terre qui ne marchera jamais d'ailleurs, évidemment. Voilà. Alors voilà pour les questions des auditeurs. Bérénice, vous voulez parler? Oui, moi j'ai juste une réaction par rapport aux homosexuels. La plupart voulaient pas le mariage ou que ça constitue un modèle social. La plupart voulaient, pour des raisons fiscales, pour des raisons juridiques, pouvoir transmettre leur patrimoine. Voilà, et puis mettre en sécurité les enfants des uns et des autres. Oui, bon. Donc c'était tout à fait légitime comme revendication. Et c'était possible d'ailleurs de leur donner ce qu'ils voulaient. On avait le Pax. Voilà, autrement qu'en créant le mariage pour tous. Donc c'est en plus des propositions et des solutions qui sont données qui conviennent pas finalement à ceux à qui elles s'adressent.
Mais c'est évident que c'est pour satisfaire une secte, malheureusement. Et alors à ce moment-là, bon, moi je dis, si c'est le mariage pour tous, il faut admettre évidemment le mariage à 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 ans, comme on voudra, un peu comme à l'époque des hippies, vous savez, les communautés homosexuelles. Et puis alors, pourquoi pas, puisque certains revendiquent la personnalité juridique pour certains animaux supérieurs, pourquoi pas se marier avec un chimpanzé ou un chien ou un chat. Alors après, il y a des questions bien sûr, de commodité, parce que si vous voulez épouser une puce, c'est plus compliqué, quand même. Mais pourquoi pas, mais ça existe déjà. Y a pas de ça limite. existe dans certains pays. Mais il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite. Est-ce que, d'ailleurs, Vatican, est-ce que le pape propose la bénédiction des couples homosexuels va bénir je sais pas, une femme et son orang-outan, une femme et son chien qui décideront de se marier si un jour un État décide qu'après tout, les animaux sont dotés de la personnalité juridique, que ce sont des êtres à part entière, l'Église va être très embarrassée. Enfin, il y a des moments où on voit bien qu'on délire complètement. Et la société va en pâtir, forcément. Nous, on dit, attention, nous jouons les apprentis sorciers. Mais la secte qui est à la gauche ne veut pas l'admettre parce qu'elle est dans un mouvement qui s'impose à elle. C'est ce que montre Mathieu Bock-Côté. Excusez-moi de faire tout le temps la promotion de Mathieu Bock-Côté, mais il faut absolument qu'il vienne sur cette antenne. Mais c'est ce qu'il montre bien, ce n'est pas une doctrine. C'est un mouvement absolument incontrôlable. C'est ça qu'il faut. Alors, d'où les chassés-croisés, des idées qui étaient de gauche qui passent à droite, de droite qui passent à gauche, comme l'écologie. L'écologie est une idée de droite, elle est passée à gauche. La décentralisation est une idée de gauche, une idée de droite qui est passée à gauche également. Voilà, ça, je crois que c'est très important de bien comprendre ça. Alors, Catherine Rouvier, qui était là il y a encore 5 minutes, a disparu de la circulation. On n'a plus particulièrement de questions d'auditeurs. Je pense que vous avez peut-être encore des choses à ajouter, Alain et Victor, puisque vous êtes... Ah voilà, Catherine revient. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu entendre, Catherine, ce qu'on était en train de dire. Non, apparemment, elle est en train de régler sa caméra. Oui, il y a alors cette idée. Et combien de temps est-ce que ça va durer encore? Non, on n'arrive pas à l'entendre. Non, on vous entend plus, Catherine. Alors, il faut rebrancher votre micro. Alors, voilà, je crois qu'un invité arrive. Il me semble que c'est... je crois que c'est Vincent Pavant qui arrive et qui va prendre place ici. Et, eh bien, vous arrivez à pic, chers collègues. Installez-vous ici. Voilà. Vous avez fait bonne route? Très bonne route, merci. Notre train n'a pas été arrêté? Pas du tout, non. Les tempêtes de neige ne sont pas abattues sur les caténaires? Heureusement. Oh, parfait. Alors, chers amis, je vous présente Vincent Pavant, collègue mathématicien de l'Université d'Aix-Marseille. Anna Escada est en ligne, ainsi que Victor Aubert, qui représente en même temps Civitas et Academia Estrania. Notre collègue Catherine Rouvier, dont on voit juste... le haut, parce que votre son est revenu et nous allons pouvoir aborder donc cette deuxième partie, pas vraiment deuxième partie de l'émission, mais étude du livre extrêmement intéressant, que Tout foutre en l'air, ça de la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire. Alors c'est un ouvrage qui est assez court, qui fait 120 pages, qui a été publié, je crois, au printemps dernier chez Euxivi. Vous avez publié d'autres ouvrages avant, Vincent? Oui, j'ai publié chez Guy Trédaniel un ouvrage qui s'appelle Le débat interdit. Ouais. Langage, Covid et totalitarisme, avec Ariane Billéran. Et puis un autre ouvrage d'algèbre et de mathématiques, mais pour les collègues. Ah oui, ça c'est plus technique, c'est plus technique. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous avez eu l'idée de prendre un ouvrage de Sade, de la philosophie dans le boudoir. Bon, je trouve que c'est vraiment une philosophie de très bas étage pour ma part, mais enfin passons. Et de faire le parallèle avec des programmes actuels et des déclarations actuelles d'hommes politiques. Alors, vous citez l'inénarrable Marlène Schiappa, qui dit la même chose que ça, mais en nettement moins bien, avec moins de talent. Vous citez l'inénarrable Vincent Payon aussi.
je crois, hein, non, dans votre livre, je crois, enfin un certain nombre de personnes. C'est extrêmement intéressant. Je vous avoue que les parties sur la psychanalyse sont un peu ardues parfois pour le lecteur qui n'est pas un spécialiste de cette matière. Hein. Il y a de tout, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est la description des clips du président Zelensky quand il est acteur et qu'il pose nu en érection dans des supermarchés. C'est fantastique, c'est incroyable ce qu'on apprend. Chers auditeurs, il faut absolument... Alors le livre est un peu cru, hein, je suis désolé, ça peut choquer, mais vous avez, avec le sexe, il faut se dire que c'est quand même très répétitif et très réducteur. C'est toujours brutal, réducteur et répétitif, et ça tourne toujours en rond. Hein, parce que finalement c'est toujours la même chose. Hein. C'est ce qu'avait dit quelqu'un, Histoire d'eau, au début c'est très excitant, mais à la fin c'est ennuyeux parce qu'il se passe rien de nouveau. Sauf que ça descend toujours vers plus de violence. Oui. Et ça c'est très intéressant. Oui. Cet lien entre la sexualité qui tourne en rond, mais ça part en vrille en somme. Oui. Et à la fin ça se termine dans le sang et la violence. Oui. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Oui, merci beaucoup d'abord pour votre invitation et je salue tous les invités qui sont là, bien sûr. Pour revenir sur Zelensky, comme vous l'avez dit, avec ses performances entre guillemets sexuelles et cinématographiques. Et cinématographiques, parce qu'en fait, avant de devenir président, il était effectivement producteur d'émissions de télé dans lesquelles il jouait lui-même, et en fait, il se mettait en scène dans des nudités extrêmement crues, dont une émission diffusée à 1 heure de grande écoute où il jouait l'hymne ukrainien avec son pénis en fait devant un public. Mais alors, le pénis quand même en état de fonctionner. Alors, on suppose parce que effectivement, il joue du piano avec. Donc, est-ce qu'il a... Ah oui, il joue pas du piano debout simplement. Alors, il joue du piano debout pour effectivement parce que c'était obligatoire et donc on est effectivement. Est-ce qu'il avait pris des actions de Pfizer parce que Pfizer produit le Viagra. Le Viagra, exactement. Bah écoutez, étant donné qu'on le soupçonne ce président de prendre toutes sortes de substances, pas forcément effectivement dans le but dédié, on peut supposer qu'il avait peut-être effectivement pour sa performance pris ses cachets. Alors attention au priapisme quand même. Attention effectivement. Je voulais revenir sur justement. J'ai lu effectivement les raisons pour lesquelles Academia Christiana avait été effectivement dans le viseur de la République, et dedans il y avait l'idée qu'ils avaient mis en ligne en fait un texte sur la pudeur féminine notamment. Et donc on voit très bien que Zelensky est à l'opposé de ça. C'est vraiment l'impudicité et c'est sans arrêt. C'est-à-dire que l'impudicité devient une valeur désirable. Et en réalité, c'est quelque chose qui est très prégnant chez Sade, puisque dans la philosophie dans le boudoir justement, Sade en fait essaie d'expliquer que l'impudicité est une valeur républicaine et qu'il faut effectivement éduquer les jeunes filles notamment avec ces valeurs d'impudicité. Et une des raisons pour lesquelles l'impudicité est une valeur républicaine chez Sade, qui était un théoricien de la République, il y a ce fameux pamphlet français Encore un effort si vous voulez vraiment devenir républicain, c'est parce que c'est une valeur religieuse justement. Et donc en fait, quand la révolution arrive, on essaie de chasser l'Église bien évidemment des affaires de la cité et de l'éducation en général. Et donc pour chasser l'Église, il y a besoin de mettre en place des valeurs qui finalement lui soient quelque part opposées. Et la République en fait chez Sade doit impérativement être impudique. Et c'est exactement ce qu'on voit chez Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, c'est extraordinaire parce que quand elle pose dans Playboy, alors Playboy est un journal justement impudique, elle va poser avec des symboles républicains. Donc il y a des cocardes tricolores et puis également une photo incroyable où sur son sein est tatoué 49.3. Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'on associe vraiment le fait de montrer ses seins quelque part à l'idée de gouverner la République, puisque le 49.3 c'est effectivement. On est en plein dans l'idolâtrie et le fétichisme. Hein. On est en plein dans l'idolâtrie. Ah mais complètement. C'est incroyable. Et c'est pas nouveau. Et le problème c'est que c'est fortement associé à certaines formes de valeurs républicaines telles que défendues par Sade en tout cas. Et c'est ce qui va donner également les Femmes dont je parle dans... les Femmes, oui. Alors il y a tous des passages très intéressants sur les Femmes. Oui, tout à fait, parce que les Femmes, donc je raconte donc qu'ils sont d'abord un collectif de femmes ukrainiennes. Voilà. Alors de gauche, en tout cas. Il faut expliquer à nos auditeurs que les Femmes sont ces femmes qui s'exposent seins nus avec peinture lurée, avec souvent des symboles satanistes d'ailleurs, hein, qui vont très très loin dans la provocation et dans le blasphème. Il faut avec les sphères de la Madeleine, c'est incroyable. Et ces femmes-là sont là à défrayer la chronique périodiquement. Alors c'est des femmes qui sont
pas mal physiquement. Hein. Il faut dire qu'elles sont bien de leur personne. Hein. Elles sont assez sexy, comme on dit. Ah bah elles sont castées, c'est-à-dire qu'en fait Voilà. elles sont choisies avant un événement, etc. Et donc vous vous rappeliez l'épisode de la Madeleine, donc en 2013, en décembre 2013, donc Héloïse Bouton. Alors Héloïse Bouton, c'est celle qui a posé pour le timbre, qui représente Alors Marianne. non, c'est pas la même. C'est Ina Shevchenko qui a effectivement inspiré. Alors c'est incroyable aussi, qui a inspiré donc d'après elle, un des timbres de la République. Et quand elle a appris cette nouvelle, elle a dit quelque chose. Alors bon, c'est assez cru, hein, donc mais je suis obligé de le répéter pour bien montrer le niveau. C'est ça. Effectivement, c'est enfin tous les en gros fachos sont obligés de me lécher le cul pour envoyer une lettre. C'est d'ailleurs pour ça, chers collègues, que j'ai toujours, quand j'ai utilisé ces timbres-là, parfois ils étaient autocollants. Donc quand le cul était autocollant, j'avais pas besoin de le lécher. Mais quand il fallait humidifier, j'ai toujours utilisé un gant de toilette. Voilà, donc c'est un message avec ce timbre-là uniquement. Les autres timbres de la République, les Mariannes traditionnelles, je veux bien les lécher, bon, parce que je fais pas très attention. Mais celle-là, j'ai jamais léché un seul de ces timbres, qui d'ailleurs n'existe plus. Vous avez dû remarquer qu'ils ont disparu. Ah, je n'ai pas regardé. Elle est belle d'ailleurs. Elle a un geste très grandiloquent. Elle fait ça. Elle monte son sein et elle a une pose qui est très Révolution française, je trouve. Oui, tout à fait. Alors, ça avait été un des arguments des Femmes en disant que les iconographies justement de la Révolution française qui montaient des Marianne seins nus, en gros, étaient les premières Femmes. C'était ça. Et alors, en fait, ça a été complètement, débunké par les historiens qui disaient non, ça n'a rien à voir avec ça. C'était juste un code d'esthétique à l'époque qui était en vigueur et pour lequel ça a été utilisé. Ça n'a rien à voir avec cette idée de montrer ses seins comme le font les Femmes, qui est juste racoleur dans le principe. C'est pas du tout. Et donc, pour revenir à Héloïse Bouton, donc elle s'invite à l'église de la Madeleine. Elle va simuler l'avortement de Marie avec un foie de veau. Elle va uriner sur les marches de l'autel. Et donc, une plainte va être déposée évidemment, en particulier pour exhibitionnisme. Et donc, elle va être condamnée en France en première instance. Elle va être condamnée en appel. Elle va être condamnée quelque part en cassation, mais elle va être rétablie en CEDH récemment. Et c'est-à-dire que la CEDH a dit il s'agit d'une affaire de liberté d'expression et évidemment toute liberté d'expression a ses limites. Vous ne pouvez pas, au nom de la liberté d'expression, effectivement empiéter sur les droits des autres, ce qui était le cas quand vous invitez effectivement à l'église de la Madeleine. Et en fait, la CEDH a dit non, pas du tout. En fait, l'impudicité est quelque chose de mineur comparé à la cause qui était défendue par les Femmes à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, le délit. Alors, quelle était la cause défendue? Alors, c'était juste pour dénoncer les positions de l'Église sur l'avortement, voilà, en disant, oui. Alors oui, Alain, oui, je vous écoute, oui. Je voulais juste intervenir sur les Femmes pour ajouter une petite précision, c'est qu'elles ont quand même été décorées par Anne Hidalgo ainsi que par les représentants du gouvernement. Donc elles ont reçu un prix, elles sont lauréats d'un prix de la République. Et il faut se rappeler aussi d'un fait qui est très révélateur, c'est que lorsqu'elles étaient intervenues place de Rivoli contre un rassemblement en hommage à Sainte Jeanne d'Arc ou un dépôt de fleurs, elles sont intervenues à partir d'un appartement qui appartenait au ministère de la Culture. Vous voyez, ces connexions-là sont très importantes. Il est très important de souligner que le parcours des Femmes en France est de bout en bout soutenu par les institutions républicaines, par des ministres, par des préfets, et que cette collusion-là, elle est fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé. Ah oui, c'est très juste, oui. C'est tout à fait exact. Oui. Et bien d'ailleurs, elles avaient attaqué les cortèges de Civitas en 2013, si je ne m'abuse. Hein. Vous aviez eu bail à partir avec ces jeunes femmes. Absolument. Et dans un simulacre qui était déjà très révélateur, elles sont arrivées extérieurement habillées en religieuses. Elles avaient une cornette sur la tête, un long manteau. Les forces de l'ordre nous ont dit que c'était à cause de cette tenue qui semblait religieuse qu'elles ont pu franchir le barrage des CRS. Et à partir du moment où elles ont approché les manifestants de Civitas, et notamment des familles qui descendaient de cars de province, elles ont ôté leur manteau, elles étaient seins nus avec des inscriptions blasphématoires sur la poitrine,
et elles avaient surtout une gazeuse qui ne contenait pas du gaz lacrymogène, mais qui contenait disons une espèce de poudre qu'elles ont vaporisée, dont elles ont aspergé, y compris des enfants en landau. Ce qui a provoqué au tumulte. moment même, évidemment, un tumulte. Un affolement. Et sur ces gazeuses étaient également inscrits des blasphèmes. Et donc, elles n'ont pas hésité, elles qui se présentent comme des féministes et des promotrices de la protection de la femme, elles n'ont pas hésité à asperger de cette poudre qui pouvait être toxique, à la fois des femmes enceintes, des enfants, des bébés en landau. Et c'est très révélateur aussi de leur attitude. Elles ont toujours un rapport avec la violence qui est très ambigu. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le lien, alors c'est ce que j'avais rappelé au début de cette émission, je ne sais pas si Vincent vous l'avez entendu, c'était dans les années 78, mon père disait, on a fait des recherches, mon père était médecin, c'est pas faites l'amour par la guerre, c'est pas ça. La nature nous dit faites l'amour et la guerre, les deux sont liés. Le sexe et la violence sont liés intrinsèquement. C'est une pulsion, ce sont deux pulsions qui sont voisines. Oui, à condition de quand même réduire le sexe à une pratique purement ontogénétique, c'est-à-dire non phylogénétique, autrement dit, absolument pas tournée vers l'enfantement, qui nécessite la rencontre de l'autre. Ça, c'est très important, puisque chez Sade, justement, dans la philosophie de Beauvoir, ce qu'on comprend de Sade et donc de sa philosophie, j'allais dire de son anthropologie plutôt, parce que dans le livre, je parle de philosophie, non-philosophie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est conceptualisé, qui fait une part belle au raisonnement, mais qui n'est pas sage du tout, en fait. Bien sûr. Effectivement. C'est de l'anti-philosophie. Complètement, oui. Moi, je pense qu'on peut parler de philosophie anti-philosophique. Et donc, tout ça pour dire que chez Sade, donc, l'homme est un être matérialiste, égotique et jouisseur, en fait. Et Sade est quelqu'un d'extrêmement dépopulateur, en fait, et qui déteste l'enfantement. Il est dépopulateur. Il est contre et pour la réduction de la population mondiale, on a remarqué. Oui, tout à fait. Il se place dans la logique de Malthus. Complètement, oui. Alors, à la fois dans la logique de Malthus, en disant il n'y aura pas assez de ressources, on ne pourra pas les nourrir, etc., et à la fois aussi dans une logique en disant le problème, puisque on est à la Révolution, donc les choses changent, il y a beaucoup de tumulte, effectivement, et Sade est un acteur de ça, en fait. Alors, effectivement, je vous interromps, Vincent, mais j'ai regardé un peu la fiche sur Wikipédia de Sade. Il a eu une carrière politique assez intéressante sous la Terreur. Tout à fait. Il a failli être guillotiné parce que Robespierre le détestait et le méprisait à la fois et avait bien l'intention de le faire guillotiner. Et puis, il s'en est sorti miraculeusement. Oui, tout à fait. Il avait quand même des liens avec les gens de la Convention, donc de la Terreur. Et d'ailleurs, quand vous prenez en particulier des déclarations de Sade sur la famille, vous les retrouvez exactement à la tribune de la Convention. C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien, en fait, idéologique entre les deux. Et donc, juste pour revenir sur la sexualité, donc ontogénétique. Donc, Sade est dépopulateur, donc on l'a dit pour des raisons. Alors, ontogénétique, c'est-à-dire pour purement égoïste. Exactement, purement égoïste et non pas tendu vers la création d'une famille et vers le bien et vers autrui. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est ontogénétique. Et donc, du coup, la seconde raison, c'est parce qu'il y a trop de tumulte, et ce que dit Sade, c'est une population trop nombreuse sera ingérable, tout simplement. Donc, c'est une raison politique, en plus d'être économique. Mais en réalité, effectivement, Sade, ne cherche que dans la sexualité, donc le plaisir pour lui-même, avec en plus en toile de fond, donc ce qu'il va appeler la loi du plus fort, qui fait que on peut réduire l'autre à un pur objet sexuel, en fait, uniquement pour son propre plaisir, et ça ne pose pas de problème, puisque la loi du plus fort étant dans la nature, et le plaisir qu'on pourrait prendre dans une relation violente avec l'autre, n'empêchant pas effectivement quelque part la jouissance, il y a rien de mal à ça, entre guillemets. Et le problème de ça, c'est qu'effectivement cette tendance à voir l'autre comme un objet de pur plaisir, en fait, et pas dans une relation constructive, disons, fait que à la fin, on en arrive très vite au meurtre. C'est-à-dire que l'autre étant juste un objet, et c'est une remarque très profonde d'un autre philosophe qui s'appelle Pierre-Henri Castel, en fait, qui dit que à la fin, quelque part, la perversion sexuelle sadienne, qui est justement purement ontogénétique et violente, s'il le faut, eh bien, conduira tout simplement au meurtre. Et c'est ce qu'on appelle justement le meurtre sadique. Le meurtre sadique, en fait, c'est ce lien entre justement une sexualité purement pour soi, où l'autre est un objet, qui à la fin va conduire au meurtre. Et je rappelle dans le livre, hélas, je rappelle ce fait divers sinistre qui est le meurtre de la petite Lola, qu'on a effectivement, d'abord qu'il y avait un problème d'occultation
OQTF derrière, donc effectivement, qui a été remis sur la table en disant il y a beaucoup de décisions administratives qui sont hélas pas mises en évidence. Mais d'autre part, c'était un crime sadique parce que avant de bâillonner sa victime et de la faire mourir par suffocation, en fait, le meurtrier l'avait forcé une relation sexuelle. En fait, et donc là, on voit très très bien en fait cette connexion entre des sexualités qui vont être transgressives. Parce que chez Sade, c'est une sexualité purement transgressive et le meurtre. Et c'est ce que j'allais assez loin du coup dans cette analyse-là, en disant si le meurtre de Lola est arrivé, c'est pas du tout un hasard, c'est parce qu'il y a dans l'air cette ambiance sadienne qui revient, précisément pour essayer de tuer la religion, notamment, puisqu'il y a des enjeux très forts autour du corps. Alors Sade est violemment anti-catholique et anti-chrétien. Ah, mais c'est pour ça qu'on le réhabilite. D'une violence extrême. C'est pour ça qu'on le réhabilite. Moi, je suis convaincu. Pathologique. Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui a été utilisé, je pense, par les révolutionnaires quelque part, et ensuite par mai 68, etc., pour chasser la religion de toutes les considérations sur le corps. C'est-à-dire que, et ce que je dis au fond, c'est que la thèse du bouquin que j'ai écrit, c'est qu'on est arrivé dans l'ère du transhumanisme, donc qui est vraiment le nouvel évolutionnisme. Oui, ça, c'est ce que vous dites à la fin, c'est-à-dire que les élucubrations de Sade pourraient malheureusement devenir réalité grâce au progrès technologique et informatique, et grâce à la théorie transhumaniste qui veut faire de l'homme une sorte d'être augmenté, lien mi-machine, Alors, mi-machine, mi-animal aussi, il faut bien rappeler que... mais plus humain, plus du tout humain. Et donc, à partir du moment où, en particulier, le transhumanisme promeut l'ectogénèse... Alors, pouvez-vous définir pour nos auditeurs? Oui, l'ectogénèse, c'est en fait tout simplement l'enfantement, mais hors du corps féminin. Ah voilà, d'accord. Les mères porteuses, en somme. Alors, les mères porteuses, c'est encore dans le corps féminin, mais c'est le fait de s'habituer... Qu'est-ce qui pourrait même faire porter un être vivant par une vache, une chèvre? Alors, par un utérus artificiel, tout simplement. Il y a des recherches animales là-dessus. D'ailleurs, effectivement, la GPA, c'est une manière de s'habituer à faire en sorte que les enfants soient faits ailleurs. Peu importe où ils sont faits, on ne sait plus par qui, on ne sait plus comment, en fait, on les commande quelque part et puis ils arrivent, c'est quasiment comme ça. Et donc, le problème, c'est que le transhumanisme donc, promeut l'ectogénèse, qui va en plus servir d'eugénisme, c'est-à-dire de tri, effectivement, dans les enfants qui vont naître ou pas. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de phylogénèse dans la sexualité, la question, c'est comment le transhumanisme règle cette question, tout simplement, de l'enfantement. Et donc, en réalité, comme il la règle par l'ectogénèse, dit la sexualité ne sert que pour soi, finalement. Elle devient juste un plaisir solitaire. Exactement, un plaisir solitaire. Qui d'ailleurs peut qui n'est pas tellement différent de la masturbation pure et simple. Non, pas du tout, mais ça va même beaucoup plus loin que ça, parce qu'effectivement, on peut avoir vraiment l'autre comme objet. Encore, pendant la masturbation, vous êtes tout seul, il n'y a même pas besoin de faire souffrir l'autre. Oui, mais il y a aussi les gens qui se masturbent devant un écran avec une partenaire à distance qu'on va payer par votre compte PayPal. Vous avez une jeune femme qui se déshabille, etc. Oui. Mais alors, je vais demander à nos amis Alain Escada et Victor Aubert ce qu'ils pensent de ce que vient de dire Vincent, mais je pense que ces femmes qui ont été décorées par la République, on aurait quand même dû accrocher la médaille directement sur leur sein nu. Ça aurait été quand même plus sadien, hein, je crois. Il aurait fallu, dans une logique révolutionnaire, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Si on suit ça jusqu'au bout, ça pourrait se passer. Ça aurait été bien, ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Alain, de ce que venait notre ami là? Alors, je pense qu'il faudrait peut-être laisser la parole d'abord à Victor, parce que bien sûr, Victor, mais Victor sans problème, bien sûr. Il va s'absenter dans quelques temps, donc c'est peut-être à Victor d'abord. Oui, c'est juste, oui. Voilà, Victor. Merci beaucoup. Je suis désolé, je dois bientôt vous quitter. Personnellement, j'ai pas eu le temps suffisant pour lire entièrement l'ouvrage. J'ai eu l'occasion de le feuilleter. Moi, ce que ça peut m'inspirer par rapport à la propre expérience que j'ai pu avoir d'observateurs des tendances, on pourrait dire, de métamorphose de la sexualité auprès des plus jeunes générations, j'ai l'impression qu'il y a deux phénomènes qu'on aurait tendance à opposer et qui semblent être en réalité les deux faces de la même pièce de monnaie, de la même médaille, à savoir à la fois la pornographie, on pourrait dire l'ultra-sexualisation, et de l'autre côté une forme de puritanisme qui justement mettrait les rapports sexuels qu'on pourrait qualifier de traditionnels, c'est-à-dire entre un homme et une femme, comme étant des choses, on pourrait dire, qu'on sort en quelque sorte du champ à la fois de ses pratiques, de ses aspirations. Et en fait, et c'est là où j'étais assez d'accord avec ce qui a été dit,
on a l'impression en fait que on est dans une forme de détestation du corps humain au sens corps comme réceptacle d'une âme, et en fait qu'on est dans une forme de chosification de ce corps, on vient aussi à le tuer d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait finalement, même dans la pornographie d'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des corps au sens corps habité par une âme qu'on présente, mais simplement des organes. En fait, Patrick Buisson disait même des morceaux de chair qu'on découpe, avec un fétichisme des parties. Et donc finalement que notre société, parce que évidemment, comme on l'a évoqué, et je pense que là, je n'apprends rien, en tout cas aux personnes qui sont autour de cette table et dans cette émission, au nom d'une déchristianisation de nos sociétés, ou finalement qui est remplacée par un matérialisme et qui a tendance finalement petit à petit à réduire le corps et l'homme de manière générale à une pure chose, à un pur objet, et que c'est ce qu'on retrouve, je pense, aussi dans les phénomènes contemporains du transsexualisme, où il y a aussi une dichotomie et un orgueil de l'homme, c'est-à-dire qu'en fait l'homme veut aussi s'échapper de ce corps et le dépasser, justement en changeant de corps, en essayant finalement de sortir de toutes les limites naturelles qui lui ont été données, en fait, en quittant sa nature, en changeant de nature, en s'affranchissant de cette nature, en se libérant d'elle, par à la fois donc le changement de sexe, la négation finalement aussi des appartenances, et c'est là où ça rejoint à la thématique de l'identité aussi, les appartenances historiques, culturelles, ethniques d'un peuple à un autre. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme peut-être piste de réflexion, comme moyen en quelque sorte d'inverser la tendance? Je pense d'un point de vue philosophique et intellectuel à la redécouverte de l'œuvre d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin qui mettent la nature comme on pourrait dire une forme de limite et de règles en fait qui correspond au bonheur de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours l'impression chez les modernes, chez Sade, etc., que il faut s'affranchir de la nature pour être heureux, que la nature finalement est triste, que tout ce qui est du côté des limites finalement c'est une forme de frustration et que le but c'est de s'en affranchir. Et je pense qu'au contraire, il faut redécouvrir le sens des limites. Et de ces limites qui peuvent être vraiment bonnes et une source d'équilibre pour nos propres vies. Et ça peut aussi se retrouver de manière très concrète dans nos vies personnelles, dans nos choix de vie, à travers aussi notre rapport à la technique, notre rapport aux machines, notre rapport au confort, notre rapport... voilà, je dis pas qu'il faut revenir encore une fois à la bougie et mon discours pourrait facilement être comparé à celui des Amish, mais je vois quelque chose d'intéressant chez les Amish, c'est que souvent il y a une sélection des techniques et des technologies qu'on considère comme étant mesurées et bonnes pour l'homme, et celles qui au contraire sont au détriment de la vie sociale, du bien commun, etc. Alors je dis pas forcément qu'on doit vivre comme des Amish, mais je pense que dans l'éducation des enfants, dans nos propres vies, et bien finalement retrouver la bonne mesure, la juste taille, la bonne proportion, finalement, la nature des choses. Et là, je parle sous contrôle d'un mathématicien, mais parfois aussi le nombre d'or, la bonne taille, comme dirait le philosophe Olivier Rey, nous permettrait d'avoir quelques pistes de réflexion, non pas pour s'échapper de ce système à l'échelle d'un an ou deux, mais comme une piste de réflexion pour les générations à venir. Tout à fait, je trouve que c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est que ce qui est critiquable, c'est pas forcément la sexualité, c'est pas forcément l'immigration, ce sont les abus, les excès caractériser la disproportion manifeste, l'hubris, qui amène au chaos, alors que le sens des proportions permettrait de maintenir une vie harmonieuse. Mais c'est la fuite en avant, c'est cette idée de Bock-Côté, que la pensée de gauche n'est pas une pensée normale, qui est fondée sur la prudence, sur la recherche du bien commun, mais c'est une fuite en avant, une force... une force incontrôlable, qui prend toutes sortes de formes d'ailleurs, et qui n'est pas du tout logique. Parce que ce qui est à droite un jour devient à gauche le lendemain, ce qui est à gauche un jour devient à droite. Tout le monde peut se retrouver fasciste sans même s'en rendre compte. D'un côté, tout le monde se retrouve d'extrême droite sans même l'avoir voulu. C'est une force qui est incontrôlable et qui est extrêmement dangereuse. Alors, ce qu'on observe, et ce que Vincent Pavant dit dans son livre, c'est qu'en fait, on parle de liberté sexuelle à notre époque, on veut une liberté sexuelle totale. Mais attention, c'est la seule liberté qui va être reconnue à l'homme, parce que pour tout le reste, il doit obéir strictement à l'État, au parti et à la société.
Et on l'a vu avec les vaccins. Parce que les femmes, elles se sont pas du tout insurgées contre l'atteinte à l'intégrité corporelle que constituaient les vaccins et contre les risques d'effets secondaires. Ça, c'est passionnant, ça. C'est la seule liberté qu'on reconnaît à l'homme moderne, c'est la liberté d'entrer dans la débauche, de partir complètement dans des élucubrations sexuelles. Cette liberté-là est la seule, on dit, c'est une liberté qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai pas envie, la liberté de me droguer, de devenir criminel ou de devenir complètement débauché, c'est pas ça les libertés qui m'intéressent. Et c'est celle-là qu'on va reconnaître aux gens. Mais les autres libertés, on les interdit, notamment la liberté de penser ce qu'on veut, la liberté d'entreprendre, la liberté de se soigner comme on l'entend. Et ça, c'est contesté par contre. Ça, c'est très... Je ne sais pas combien de temps il nous reste jusqu'à l'entracte. Oui, c'est bon. Il faut qu'on s'arrête. Oui. Non. Et on va en parler. Il faut qu'on en parle dans la deuxième partie de l'émission. Alors, il y a des questions. Voilà. Oui, bon. Plutôt des remarques d'auditeurs. Certains nous disent que les Femen sont financés par Soros. Oui, c'est vrai d'ailleurs, je crois. Oui. C'est pas si, souvent. Voilà. Ouais, qui ne finance-t-il pas, Soros? Une auditrice nous dit que Madame Schiappa s'est déclarée sorcière pratiquant la sorcellerie, ce qui est qualifié de crime dans la Bible et dans un livre intitulé La sorcellerie au cœur de la République de Madame Sylvie Jumel aux éditions Carnot. Bon, écoutez, merci chers auditeurs ou chères auditrices de nous informer. Un auditeur nous cite Paul Claudel en nous disant « Quand l'homme essaie d'imaginer le paradis sur terre, cela fait tout de suite un enfer très convenable. » Et puis, je ne sais pas quand on arrive à l'entracte, parce que vous avez dit 2 minutes, mais ça fait plus de 2 minutes, ça en fait plus. C'est faut couper. Alors on s'arrête, on dira d'autres questions après.